Marc Abitbol, bonjour. Bonjour. Marc Abitbol, docteur Marc Abitbol, nous nous connaissons depuis de nombreuses années, mais je voulais vous interroger au lendemain du Yom Ha'atzmaut sur studiokalita.com pour avoir un peu d'abord votre sentiment personnel de ces festivités. Comment l'État d'Israël, qui a 69 ans aujourd'hui, ce n'est plus très jeune, mais ce n'est pas encore trop âgé, célèbre son indépendance. Comment vous vivez cette journée ? Avec également la journée qui la précède, c'est-à-dire cette douloureuse et difficile journée du Yom HaZikaron. C'est vrai que je pense que, comme vous l'avez décrit, Daniel, ce duo du Yom HaZikaron Yom Ha'atzmaut est relativement unique si on regarde un petit peu autour de nous. Même aux États-Unis, où ils ont aussi un Memorial Day, n'est pas collé à l'indépendance du 4 juillet. Et ce que le peuple juif, l'État d'Israël, a fait en collant ces 2 jours, donne à mon avis, la journée de lundi est une journée difficile pour tout le monde en Israël. Mais je pense que le fait de joindre, de coller ces 2 jours, ça a un double effet. Premier, ça grandit cette journée du souvenir de façon considérable, puisque ça donne la justification de ce sacrifice. Ça grandit aussi la journée de Yom Ha'atzmaut, puisqu'il y a ce souvenir même dans cette journée de Yom Ha'atzmaut. Donc ça, c'est pour moi aussi personnellement, c'est quelque chose que je ressens très fort chaque année, grâce à cette semaine, grâce à ces 2 journées qui sont collées. Et pour en revenir plus particulièrement à Yom Ha'atzmaut, c'est intéressant parce que je ne colle pas le mot festivité, puisque j'y vois vraiment quelque chose, bien c'est une fête où aussi on se retrouve en famille, on sort en pique-nique, etc. Mais ce qui l'accompagne, c'est vraiment pas une fête dans le sens de festivité d'un jour d'indépendance qu'on peut voir ailleurs, mais vraiment une fête dans le sens Chag, comme on l'entend dans la notion dans la tradition de cette fête, puisque c'est vraiment quelque chose qui marque, en tout cas moi personnellement, un tournant un petit peu à l'histoire moderne du peuple juif. Alors, Marc Abitbol, l'un des lauréats qui a été invité lundi soir à allumer l'une des torches qui symbolise les 12 tribus, la diversité des 12 tribus d'Israël, est le professeur Shashua, qui est le fondateur de la célèbre entreprise Mobileye, qui a été rachetée il y a de cela après à peine 2 mois par le géant informatique Intel. C'est d'une certaine manière une façon pour l'État d'Israël d'honorer, on va dire, la start-up nation, d'honorer les entreprises israéliennes de high-tech qui se développent et qui connaissent un succès assez impressionnant à travers le monde. Alors vous êtes vous-même le fondateur et le président d'une société de high-tech qui a été créée il y a plus de 24 ans, Visionix. Comment vous expliquez ce succès assez impressionnant de la start-up nation ? Comment l'État d'Israël, qui n'a pas énormément de ressources, on le sait, il n'a pas de pétrole, il a du gaz, maintenant on l'a découvert, mais il n'a pas énormément de ressources naturelles, a pu se hisser au premier rang des nations en matière de haute technologie. Je vais répondre tout de suite, juste une petite anecdote. J'ai lu il y a quelques semaines un article dans le journal économique des Échos en France par rapport à Mobileye. Et dans sa substance, l'article disait Waze l'Israélien va nous donner le chemin pour aller de A à B, et Mobileye israélien va nous y amener. Et je trouvais ça comme représentation extraordinaire. Si on fait aussi la parallèle qu'on doit être, où le texte nous dit vous serez la lumière des peuples, oui, de pouvoir avoir un texte dans un journal économique qui dit c'est les technologies israéliennes qui vont guider le monde. Ça, c'est pour une parenthèse anecdotique intéressante. Je suis souvent, quand je voyage un peu partout, on me pose cette question. Qu'est-ce qui fait que Israël a autant de technologies? Et pour donner un chiffre incroyable sur tout ce qui est le véhicule autonome, les investissements en Israël étranger et local sur le véhicule sont équivalents en valeur absolue à tout ce qui se fait en Europe sur ce même sujet. Alors, c'est incroyable. 8 millions d'habitants ici,
comparé à près de 300 millions en Europe, le même montant d'investissement sur ce sujet-là, c'est en Israël. Qu'est-ce qui amène les gens à investir autant en Israël? Et quand on me pose cette question, la réponse, je pense, et c'est très lié, je pense, à ces 2 journées-là. La force fait qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix ici en Israël quand on se lève le matin. Et c'est vrai, vous pouvez prendre cette phrase pour tout ce qu'on a dans notre existence ici en Israël. Et le fait qu'on n'a pas le choix et qu'on baisse jamais les bras, c'est ce qui nous permet de réussir dans la technologie. Dans la technologie, il y a des problèmes tout le temps. C'est difficile, il faut innover. La créativité et l'innovation, c'est pas simple. Il y a beaucoup d'échecs. Et la capacité à se dire, il n'y a pas le choix. On est obligé. On n'a pas le droit à l'échec. On n'est pas la Norvège, etc. On est tous les jours et à chaque instant, que ça soit dans le social, la sécurité, etc. On n'a pas le droit à l'échec. Je pense que ça forge la nature, la qualité, la personnalité de cette société en Israël. Et c'est ce qui nous amène à être créatif, innovateur, pas baisser les bras, se battre, même quand on a l'impression que c'est mort, continuer, aller à l'avant. Alors vous êtes, je disais tout à l'heure, vous étiez à cheval entre la France et Israël. Vous avez une de vos filiales qui est en France. Les différences de mentalité, vous les sentez, vous les percevez entre les 2 pays? Ah oui, c'est quelque chose d'intéressant, parce que la première fois qu'on a investi en France, et qu'on s'est retrouvé une équipe de direction franco-israélienne, et c'était très intéressant autour de la table de voir un petit peu ce qui se passait. C'est une sorte d'un côté de microcosme de la culture française vis-à-vis de la culture israélienne. Vous savez, en France, il y a quand même une certaine hiérarchie qui est respectée, et en Israël, c'est pas le cas. Vous pouvez être le patron d'une boîte, et une personne sur la ligne de production va vous dire Marc, mais c'est n'importe quoi ce que tu fais. Vous verrez jamais ça, ou très 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 rarement dans une culture industrielle très hiérarchique en France. Et la première, je me rappellerai jusqu'à vraiment la première réunion où qu'on a eu ensemble ces 2 équipes. Un de mes managers, devant tout le monde, me remet en question sur quelque chose que j'ai proposé, etc. Et ça a enclenché des discussions virulentes à l'israélienne. Et ça ne veut pas dire qu'on est fâché, mais c'est la manière de travailler. Et à la fin, ça ne fait que nous enrichir, puisque ça veut dire qu'on est capable de se remettre en question, et de cette manière-là, on peut avancer. Et à la fin, une décision a été prise, on est parti de l'avant. Et à la fin de la réunion, un des autres managers français m'a dit « Mais Marc, mais tu permets qu'on te parle comme ça ?» Je lui ai dit « Non seulement je permets, mais le jour où cette personne ne s'adresse plus à moi comme ça, elle ne travaille plus avec moi. » Parce que c'est ça qui enrichit et qui fait qu'on est capable de prendre des décisions différentes que s'il y a une seule voix qui pense pour tout le monde. Et ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'entre ces filiales franco-israéliennes, on a une sorte de symbiose. On a les Israéliens qui sont un petit peu calmés, mais les Français qui ont appris que c'était pas nécessaire de se taire pour chaque chose. Ah, d'accord, vous voulez dire qu'il y a une influence de mentalité de la société israélienne, des ingénieurs israéliens sur des ingénieurs français à ce niveau-là, au niveau de la créativité, de l'innovation et de l'absence de convenance, on va dire. Tout à fait, tout à fait. Alors, ils ont appris les Français un mot en hébreu, lama. Pourquoi? Parce qu'au début, on ne posait pas de questions. Et quand ils ont vu que les Israéliens, mais ils remettent tout en question, ils posent toujours des questions, et c'est ce qui fait la beauté de la chose, et ben maintenant, quand on a des réunions qui se passent en anglais, à un moment donné, vous allez avoir un des cadres, des managers français qui va dire lama en hébreu, en plein milieu de la réunion. Et je pense que ça, c'est très beau par rapport à ce qu'on est arrivé à créer ensemble, mais ça représente un petit peu ce que vous dites là, Daniel. Alors, une dernière question, docteur Marc Abitbol, en quelques secondes. Qu'est-ce que l'on peut souhaiter pour l'État d'Israël en perspective du 70e anniversaire, puisque nous sommes rentrés dans la 70e année de cet État d'Israël? Qu'est-ce que l'on peut souhaiter pour cet État en matière, en particulier en matière de haute technologie? Quels sont les défis que l'État d'Israël n'a pas encore relevés? Des défis, comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a tous les jours. Et je pense que ce qu'il ne faudrait pas qu'Israël perde, c'est ce charme de cette jeunesse, même quand vous avez des gens qui sont atteints d'un start-up et qui ont 60 ans, pas seulement ceux qui ont 30 ans,
mais ce charme et cette jeunesse de se battre et d'innover. Et donc, si je peux souhaiter quelque chose à l'État d'Israël, c'est de rester tout le temps jeune. Eh bien, Marc Abitbol, merci pour avoir été parmi nous, avec nous en ce lendemain de Yom HaAtzmaut pour nous parler de la haute technologie. Merci d'avoir été avec nous et bonne chance pour la suite de votre action dans ce domaine et de l'action de l'État d'Israël, on peut dire d'une manière générale, dans ce domaine. Shalom. Merci Daniel.